Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Deux semaines de guerre, quasi 2,5 millions d'Ukrainiens déplacés hors de leur pays, déjà des centaines de morts, des villes rasées de la carte, une population sur place qui souffre, qui a peur, qui résiste, mais jusqu'à quand? En face, un dictateur, Vladimir Poutine, omnipotent, bâillonnant son opposition et terrorisant le reste de la population. Une situation dangereusement explosive, quoi. Et voilà qu'en plus arrivent les cons. Les cons, ce sont les organisateurs, par exemple, du festival de la photographie européenne de Reggio Emilia, en Italie, qui viennent d'annuler toutes les expositions de photographes russes, y compris celle d'Alexander Gronsky, qui 2 jours auparavant avait été arrêté par la police russe alors qu'il manifestait à Moscou contre l'invasion de l'Ukraine. Les cons, ce sont encore les gens du rectorat de l'université Bicocca de Milan, qui viennent d'annuler un séminaire sur Dostoïevski au motif, je cite, d'éviter toute forme de polémique, surtout interne, en ce moment de forte tension. Finalement, ils ont fait machine arrière quelques jours plus tard face à l'incompréhension de cette décision, plaidant, je cite encore, un malentendu. Les cons, c'est encore les gens de l'orchestre de Cardiff qui retirent de son programme les musiques de Tchaïkovski. C'est la Philharmonique de Paris qui annule les concerts de l'orchestre du théâtre Mariinsky. C'est le Royal Opera de Londres qui suspend les représentations du Bolchoï prévues cet été. C'est encore à Strasbourg certains mots, certaines tournures de phrases qui n'ont plus droit de citer pour définir les programmes de concerts que doit donner l'orchestre philharmonique de la ville. Ainsi, les titres de Paris à Moscou ou Esthétique russe ou Maître russe sont interdits de parution. Marie Lending, la directrice générale de cet orchestre prestigieux, se justifie en évoquant, je cite, des mots que l'on ne peut plus manier aujourd'hui sans provoquer un risque de controverse. Idem au Met Opera de New York ou au Danemark où la soprano Anna Netrebko a dû annuler un récital malgré sa condamnation de l'invasion de l'Ukraine. Et c'est encore le Philharmonique de Zagreb en Croatie qui vient de supprimer toutes les œuvres de Tchaïkovski de son répertoire. Et c'est aussi à Toulouse, Tugan Sokiev, le directeur musical du théâtre du Bolchoï et de l'Orchestre national du Capitole, qui viennent de démissionner de ces 2 formations face aux nombreuses pressions qu'il a reçues à Toulouse, lui intimant de prendre position dans le conflit en Ukraine. Pression émanant notamment de la mairie de Toulouse. Il sait que nous sommes régulièrement questionnés par la presse, par les spectateurs, par les musiciens sur sa vision de l'actualité, a tenté de se justifier Jean-Luc Moudenc, s'attristant juste après son départ en disant que c'était vraiment dommage pour l'orchestre du Capitole, son départ à 3 mois de l'échéance de son contrat. En bon jésuite qu'il est, il a toujours l'art et la manière de demander des choses et de dire « Ah mais je ne l'ai pas fait exprès ». De son côté, dans un communiqué, les musiciens et l'institution Orchestre du Capitole ont cru bon de préciser que comme Tugan Sokiev, ils pensent que les musiciens devraient être les ambassadeurs de la paix et se disent bouleversés de voir la paix construite pas à pas par les générations qui nous ont précédés, balayée ainsi d'un revers de main. Et puis, le summum de la connerie étant détenu, bien entendu, par tous ceux internautes qui ont pris le temps d'insulter et de menacer sur les réseaux les gérants des restaurants proposant à leur carte de la poutine, ce plat national québécois. Comme le disait Audiard, les cons ça ose tout. C'est même à cela que l'on les reconnaît. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé ce soir par Paul
Paul Benaïm. Ce soir, on parle de distribution de l'eau à l'occasion de la journée mondiale de l'eau programmée le 22 mars prochain. On en parle avec Pierre Lenné de l'association Au Secours 31. Et puis les filles des Trash Croûtes, autoproclamées nymphes à paillettes, nous rendent visite ce soir à la veille de leur concert de demain à l'Escale à Tournefeuille. Enfin, dans quelques minutes, Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité, nous parlera au téléphone de violences policières. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Foin d'étiquettes et de références. Terminer les alambiqués post-surf, post-noise, post-western, post-chanson ou encore proto-laser musique. Non, les guilty pleasures sont punk. Punk par le son sans fioriture qu'ils produisent. Punk dans l'esprit du do it yourself. Punk dans l'urgence mise dans l'exécution de leurs morceaux avec certes une petite touche de surf dans le traitement de la guitare. Leur nouvel album à ces guilty pleasures, Clomplo, vient tout juste de sortir sur le label Dusty Records et le duo toulousain sera même ce soir au Ravelin à partir de 20h pour fêter cette sortie. Qu'on se le dise et répète, Guilty Pleasure Ephemer Access, extrait de leur dernier album Complot, sorti chez Dusty Records, c'est Caramel Mou et c'est à mieux. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Oui, toujours Joe Kangourou à la radio. Vous écoutez Caramel Mou sur Campus FM. Et au téléphone, nous retrouvons Gaël Cérez. Bonsoir. Ah, on dirait que la communication est arrêtée. Ben on va lui téléphoner, juste peut-être le temps de caler un morceau de musique. Ça peut peut-être se faire comme ça. Il y a des fois la technique, ça marche pas à tous les coups. Donc Gaël Cérez, le rédacteur en chef du média en ligne Médiacité, on retente la jonction téléphonique et on se retrouve juste après ça.
Gaël ? Oui. Ah, formidable, c'est formidable. On croyait qu'on vous avait perdu. Faut dire Oui. que vous n'êtes pas à Toulouse en ce moment. Donc Gaël Cérez, le rédacteur en chef de l'édition toulousaine du média en ligne Médiacité, vous n'êtes pas à Toulouse, ce qui ne va pas vous empêcher de faire votre chronique. Et si j'ai bien compris le sujet dont vous m'avez entretenu hier, il s'avère qu'à Toulouse, et même à Toulouse, il y aurait des violences policières ? Et oui, malheureusement. Imaginez une femme brutalisée par un policier dans le cadre d'une manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Ah oui, c'est quand même fou. Comme vous dites, ça tombe pile poil. Ah oui, c'est tellement caricatural qu'un scénariste hésiterait probablement à intégrer ça dans son scénario. Et c'est pourtant ce qui est arrivé le 25 novembre dernier à Jacqueline Gesta à Toulouse, une documentariste de 71 ans à la retraite qui manifestait ce jour-là à une manifestation contre les violences sexistes, justement. C'était lors de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une manifestation débute alors à 18h environ dans le centre-ville, une petite boucle dans les ruelles de Toulouse, puis les quelques milliers de participantes repassent par le Capitole en empruntant la rue de Rémusat et elles se dirigent vers l'hôpital de la Grave. La nuit est tombée, il est 19h25 à peu près. Sur le marché de Noël, sur la place du Capitole, justement, il faut imaginer le marché de Noël qui doit ouvrir le lendemain, des cabanons de commerçants, et puis tout autour des fourgons de police et des cordons de CRS qui protègent l'ensemble. Venue seule, Jacqueline Gestin, elle se trouve plutôt vers la fin du cortège, et parvenue au niveau de la rue du Thor, elle décide de le quitter. Elle nous a raconté son histoire et elle nous dit « J'avais rendez-vous à 20h pour aller assister à un concert, ma tenue était plus soignée que d'habitude. Il n'y avait ni badge, ni pancarte, ni quoi que ce soit me rattachant à la manifestation. Voilà, et je ne donnais au... Allô ? Oui. Donc vous voulez simplement dire qu'elle n'avait rien d'une gauchiste, par exemple. Voilà, c'est ça, tout à fait. Elle paraissait une petite dame de 71 ans, toute tranquille, comme elle est toujours aujourd'hui. Et pourtant, lorsqu'elle s'est approchée des policiers, tout était très, très calme encore, hein, il n'y avait pas de problème. Les rangs de la manifestation étaient plutôt effilochés. Les gens circulaient derrière les CRS et puis il y avait une voie permettant de quitter le cortège. Évidemment, c'est pas une prison quand même. Et donc, elle n'avait aucun doute qu'elle pouvait passer à cet endroit-là. Et pourtant, à partir de ce moment, tout est allé très vite. Son dernier souvenir, nous dit-elle, c'est qu'elle s'avance vers les policiers et ensuite elle se revoit une fraction de seconde plus loin, juste avant de toucher le sol. Elle n'a pas vraiment de souvenir de ce qui est arrivé. Par contre, Katia, qui manifestait juste à côté d'elle, a un souvenir assez précis, enfin très précis même de ce qu'elle a vu, puisqu'elle nous a dit que, d'après elle, dans son souvenir, Jacqueline avait été repoussée et projetée très violemment. Ce qui m'a impressionné, nous dit-elle, c'est le mouvement de son corps qui est passé à l'horizontale devant moi. Donc, que s'est-il passé exactement ? Ça veut dire qu'il y a un membre des forces de l'ordre, donc une compagnie de CRS qui avait été envoyé à Toulouse pour cette manifestation-là. Un des membres de cette section de CRS l'a bousculé suite à quoi ? Il y a eu des invectives ? Il y a eu... Pas du tout, en fait. C'était totalement gratuit. Jacqueline Gesta essayait de traverser pour quitter le cortège et se rendre à son rendez-vous. Donc elle a quitté une manifestation calme et sans problème. Et en passant au niveau des CRS, l'un d'entre eux l'a repoussé. Alors on ne sait pas où il l'a poussé, mais suffisamment fort pour qu'elle s'étale de tout son long sur le sol, sur le dos. C'est ce que nous a dit aussi Annie, qui est une autre témoin de la même scène, qui a vu exactement donc cette dame tomber au sol et essayer de se rattraper sur les poignets. Et quand elle a vu la scène, elle s'est retournée, elle a vu le policier qui avait fait cette projection. À l'origine de ça. Et donc elle lui a demandé ce qui s'était passé, et le policier lui aurait dit: elle a voulu passer, elle a forcé, je l'ai retenu. Bon, il l'a pas vraiment retenu, il l'a fait tomber, mais c'est sa version. Et oui, et en plus, d'après ce que vous nous décrivez, on peut difficilement imaginer une dame de 71 ans faire face à un CRS qui d'habitude sont quand même des jeunes gens pas tout à fait dégringalés, en essayant de forcer le passage. Ça paraît assez surréaliste, voilà, ça aussi. Il y a au moins une gradation dans l'usage de la violence légitime, hein, comme on dit, et là
assez illégitime comme recours à la violence. Alors le policier qui était assez jeune, a priori, était interpellé par les passants qui lui demandaient pourquoi il avait fait ça. Certains ont essayé de relever son numéro d'identification qui était le RIO, qui était à moitié caché par un revers de sa veste. Bon bref, ni lui, ni ses collègues surtout, ni sa hiérarchie n'ont essayé de voir comment ça se passait pour cette septuagénaire quand même. Donc une personne assez frêle qui est restée au sol assez longtemps et qui a tout de suite eu des gros hématomes au poignet. Puis au final, comme la manifestation se terminait, tout le monde a levé le camp et en laissant Jacqueline Gesta s'est débrouillée. Donc cette dame est partie à l'hôpital le lendemain. Le lendemain, ouais, effectivement, parce que le soir, elle était un peu traumatisée, enfin très traumatisée. Elle voulait pas aller aux urgences un jeudi soir, parce que ça peut être compliqué. Du coup, elle y est allée que le lendemain. Et bilan, les deux poignets cassés, un mois d'attelle, elle a toujours des broches dans les poignets et plusieurs semaines de rééducation. Et aujourd'hui, elle a 2 grosses cicatrices sur ses poignets au niveau des... Enfin, c'est assez impressionnant. Ouais, cicatrices que l'on peut voir sur le reportage que vous avez consacré à cette histoire dans un article paru cette semaine dans Médiacité. Photo de ces 2 poignets largement zébrés par 2 cicatrices assez impressionnantes. Donc, Jacqueline Gesta a décidé de porter plainte. Et là aussi, elle a eu quelques problèmes pour que sa plainte soit acceptée. Ouais, effectivement. Alors, du coup, parmi des photos, c'est des photos de Frédéric Scheiber pour un reportage une enquête faite par Emmanuel Riandé. Je l'ai pas précisé, donc j'en profite maintenant. Et effectivement, la plainte a été compliquée parce que la brigadière qui l'a accueilli, l'a écouté, reçu, lui a dit vous vous rendez compte que vous portez plainte contre un policier. Elle a mis 8-10 jours elle a pas voulu au début noter sur le PV qu'il y avait une caméra de sécurité, enfin de surveillance à cet endroit-là. Donc il a fallu que Jacqueline Gesta insiste pour que ça soit mentionné sur le procès verbal. Ensuite, la policière a mis que ça avait engendré que 8 jours d'ITT, alors que au moment où Jacqueline Gesta portait plainte, ça faisait déjà 16 jours qu'elle était avec ses attelles, ses poignets inutilisables. Donc elle s'est fait traiter de personnes bornées parce que elle insistait un peu. Bon bref, ils ont mis quand même que 8 jours d'ITT. Donc bon, c'était pas très agréable comme dépôt de plainte. Comme dépôt de plainte. Mais bon, c'est jamais très agréable. Mais bon, là, clairement, elle embêtait le monde. Elle a quand même porté plainte et ça a été jugé assez sérieusement pour que le parquet de Toulouse ouvre une enquête préliminaire et demande au commissariat d'Orléans de poursuivre l'enquête parce qu'a priori, donc c'est un CRS qui est basé dans cette région-là. Donc il y a des éléments qui sont en cours d'instruction. L'enquête est en instruction, quoi. Oui, puisqu'il y a quand même un des témoins de la scène qui a eu le temps de prendre en photo justement le numéro. La fin du RIO. Voilà. Et donc il y a eu quand même moyen de le retrouver. Normalement, oui. Donc normalement, il devrait y avoir un procès. Alors, on n'en est pas là, parce que ce ne serait pas le premier cas de violence policière qui sombre dans l'oubli. Dans les années de procédure aussi, on est vraiment au tout début d'un long parcours. L'IGPN, la police des polices, a été saisie pour ce que ça vaut, et la défenseuse des droits, Claire Hédon, également a été saisie du dossier. Bon, du coup, Jacqueline Gesta et son avocat, ils sont déterminés à aller jusqu'au bout des procédures. Ce qu'elle nous disait, c'est qu'elle a conscience que c'est pas nouveau, que ça existe dans les cités, dans les manifestations, lors des Gilets jaunes. Il y a eu beaucoup d'exagération, on va dire, à minima. Il y a eu des cas bien plus graves que ces 2 poignets cassés et réparés depuis lors. Mais elle nous dit, quand même, au début, j'avais fait un classement, une classification, et moi je considérais que j'étais dans les moins graves, et donc c'est pour ça que je ne voulais pas porter plainte. Et en fait, j'ai changé d'avis, c'est pas normal, et donc c'est pour ça que j'irai jusqu'au bout, parce que un policier n'a pas le droit de faire n'importe quoi, et il faut le faire savoir.
Et donc elle espère via sa plainte et sa démarche de médiatisation encourager les gens victimes de ce type de violence à porter plainte et à arrêter cette violence banalisée en fait, parce que ce qui l'a vraiment choqué et ce qui est très choquant dans cette histoire, c'est pas tant le recours à de la violence dans une manif que des policiers repoussent des manifestants. On peut être contre, mais bon, ça peut s'expliquer. Mais là, c'est le côté gratuit et sans aucune culpabilité, quoi. Et sans se préoccuper de ce qui arrive à la victime de cette agression. Voilà. En tout cas, Gaël, voilà encore un sujet dont vous allez venir nous parler de temps en temps pour savoir un peu à quelle vitesse vont les choses. Oui, alors on risque pas d'en reparler dans 15 jours, mais on suivra l'affaire, ça c'est sûr. Ouais. Donc, soyons optimistes. Dans les prochains mois. Dans 3 semaines peut-être. Bon, écoutez Gaël, merci en tout cas pour ce sujet. On se retrouve la semaine prochaine. Et à très bientôt, oui. À bientôt, bonne soirée, bonne émission. Au revoir. Los versos de tus andares, hermano guaraní. Koaeka Gupu, Tapeire, Copeire, Ochaucaí, Huecoí, Hueri. Siento la noche callar, veo el sol despertar. Nunca tus ventanas abiertas del alma. Moja mi tierra, yo lucho con amor y calma. Mi venas conscientes calientan el canto del tiempo. Tus ojos abiertos despiertan las voces del viento. Amanecerá, la noche callar. Amanecerá tu amor, veo. Amanecerá el sol despertar. Hueacueire, Ipaigueire, Koaeka Gupu, Tapeire, Coqueire, Ochaucaí, Huecoí, Hueri. Que la selva bendiga mis pasos y los pájaros iluminen mi canto. Que lo verde me llene el pulmón. Dentro del surco aparece tu corazón. Que la lluvia me riegue y me moje. Los animales me avisen. Cuando el sistema me sofoque. Amanecerá, la noche callar. Amanecerá tu amor, veo. Amanecerá el sol despertar. Amanecerá tu amor. Presentes aquí. Et le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t'y conduirai. Napoléon mon cul m'intéresse pas du tout ce pamphlet avec son chapeau à la con. Mais qu'est-ce qui t'intéresse alors? Caramel. Voilà, on vient d'écouter le Quartetto Taffi avec Presente et Aki, extrait de leur dernier album sorti l'année dernière, Amanecer. El Quartetto Taffi qui inaugurera officiellement la salle, cette nouvelle salle en ville, l'Écluse Saint-Pierre, inaugurée mercredi dernier. Le Quartetto Taffi qui sera sur la scène de l'Écluse le 18 mars prochain, nouvelle salle ouverte depuis mercredi et qui fête cette ouverture pendant tout le week-end avec ce soir et demain soir des concerts surprises et gratuits. Le 18, ça sera un concert payant dans le Quartetto Taffi à l'Écluse Saint-Pierre. Allez, on passe à la suite avec Pierre Lenné. Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, Pierre Lenné de l'association Au Secours 31. Au Secours, jeu de mots assez basique. Évidemment comme l'eau colombois, Secours 31. Et vous venez de nous parler de plusieurs choses. D'abord d'une journée de l'eau, d'une journée mondiale de l'eau qui va avoir lieu le 22 décembre. Mais juste avant ça, je voudrais quand même que vous nous disiez 2-3 mots sur cette association Au Secours 31 qui devrait être un peu connue pour les Toulousains que nous sommes, puisque vous êtes partie prenante d'un certain nombre de commissions et de réunions où se traite le problème de la distribution de l'eau à Toulouse. Mais avant de parler de tout ça, parlez-nous un peu de cette association Au Secours 31. Merci de me donner la parole, Au Secours. Effectivement, nous on est une association à but non lucratif de loi 1901. C'est une association qui a un petit peu de recul maintenant, puisqu'elle a été créée en 2001. Donc ça fait déjà 20 ans, un peu plus de 20 ans, et avec des actions qui ont toujours été dans le but de mener des actions pour la gestion de l'eau et de l'assainissement en vue d'une régie publique. En fait, donc voilà, c'est vraiment le cœur de notre association, c'est de l'eau pour tous, c'est l'eau un bien commun, un bien non marchandable. Pour nous, c'est ce qui nous porte depuis ces années. Donc à ce titre-là, vous avez décidé d'accepter l'invitation que vous ont fait les deux organismes qui s'occupent de la gestion de l'eau à Toulouse. Donc on va le rappeler, d'habitude, la gestion de l'eau, c'est une prérogative municipale, c'est une prérogative de l'agglo, c'est une prérogative des pouvoirs locaux et qui de temps en temps la délègue à des établissements privés. À Toulouse, c'est le cas. Dans d'autres villes, c'est pas le cas. On en parlera, mais on peut citer des villes où actuellement la gestion de l'eau est municipale: Cherbourg, Rennes, Grenoble, Nice, Paris, Brest, Castres, Rennes, Briançon. Ce sont des municipalités qui gèrent elle-même la distribution de l'eau. À Toulouse, le pouvoir municipal, depuis l'ère Baudis, a décidé que ça serait laissé au privé. À Toulouse, il y a deux sociétés qui s'occupent de ça, c'est Veolia et c'est Suez. Et vous avez accepté d'intégrer les conseils d'administration et de surveillance mis en place par ces deux organismes pour pouvoir voir un peu ce qui s'y passe. Vous nous dites deux mots de ces organismes-là ? Oui, effectivement. Du coup, en 2019, décembre 2018, la DSP, délégation de services publics de la gestion de l'eau et de l'assainissement, a été reconduit par des votes du Conseil métropolitain à Veolia et Suez, avec deux sociétés dédiées, qui est la Cetom et Astéo. Et donc à ce titre, on a fait un gros combat, parce que nous vraiment on souhaitait un retour en régie. Bon, ça a pas marché. On a fait beaucoup d'actions en ce sens. Pour autant, on a quand même réussi à mettre en avant ce combat et de dire que effectivement l'eau devait être un bien public, et donc on a intégré effectivement le Conseil métropolitain de l'eau. Donc ça, c'est une instance qui se réunit 2 fois par an et qui a pour but de débattre sur les grandes orientations stratégiques dans le domaine de l'eau. Donc ça, c'est une première instance dans laquelle on est présent. On est présent également dans plusieurs CCSPL. Alors c'est un acronyme un petit peu barbare qui veut dire Commission consultative des services publics locaux. Donc il existe des CCSPL à Toulouse Métropole, mais également au Sicoval. Et puis il y a la Commission locale de l'eau de l'ERS, où effectivement des copains, collègues de militants de notre association siègent et essayent de faire passer de nos idées, et puis surtout essayent que tout ne se fasse pas n'importe comment, et puis puisse avoir un esprit critique. Donc voilà quoi. Et il y a des chances que ce discours-là, ce questionnement-là soit entendu, ou si c'est simplement pour ces organismes dont Veolia et Suez à Toulouse, pour ces organismes, c'est une façon de dire: vous voyez bien
quotidien, on fait intervenir aussi les usagers, donc tout le monde sait comment ça se passe. Oui, vous avez raison. On s'est complètement posé la question de la légitimité. Si en fait nous, notre combat et le fait d'entrer dans ces instances ne légitimait pas un petit peu ces privatisations, quoi. Et après des réflexions, on s'est dit que ça valait quand même le coup d'y aller parce que si vous voulez, ça nous permet nous de faire passer des messages. Alors forcément, on n'est pas du tout. On se doute que de toute façon, on va pas faire modifier les grandes lignes de groupes comme Suez ou Veolia. Pour autant, on arrive à avoir des informations, à garder une veille. Et notamment, par exemple, en 2021, il y a eu l'effondrement d'un collecteur qui transportait 30% des eaux usées de Toulouse qui s'est effondré. Et que ces 30% d'eau usée ont fini directement dans la Garonne pendant plus de 6 semaines avec un accord préfectoral. Donc nous, ça nous a permis de suivre cette histoire et puis de pouvoir interroger Astéo, de pouvoir interroger Toulouse Métropole directement et puis d'interroger également les services de l'État sur la cause de l'accident, sur un éventuel manque d'entretien. Donc voilà, et puis interroger aussi les services de l'État sur la surveillance à venir, sur la qualité de l'eau dans la Garonne et puis dans la nappe phréatique. Donc voilà. Et dans ces cas-là, les services de l'État répondent, que vous les questionniez, c'est bien. Est-ce qu'ils arrivent à répondre ou pas ? En tout cas, ils répondent oui, ils répondent après, est-ce que... si vous voulez, nous, après, on fait des demandes, il y a des services de l'eau au sein de l'Adréal qui vont faire des mesures et nous, on essaye de suivre un petit peu tout ça. Après, vous dire que la qualité de l'eau de la Garonne, après 6 semaines de 30% des eaux usées de Toulouse était bonne et adéquate pour les habitats je vais vous dire, c'est sûr que non. Sûrement pas. Qu'est-ce qu'on peut reprocher et qu'est-ce que votre association reproche à cette privatisation de la gestion de l'eau à Toulouse ? Et quels sont les enjeux un peu autour de ces questions-là qui régulièrement font les unes des journaux et puis à toutes les municipales sont aussi un objet du débat électoral ? Effectivement, l'eau c'est quand même un symbole. L'eau c'est la vie, l'eau comme l'air. Nous on considère que c'est un bien qui n'est pas privatisable. Et puis si vous voulez, l'avantage d'avoir une régie publique, c'est déjà d'avoir un savoir-faire local. Et puis en plus, ça nous permet nous d'avoir une vision au niveau de comptabilité, de voir ce qui se fait localement, mettre nos nez un petit peu dans les comptes, quoi, parce que c'est ça qui compte. Quand c'est Veolia, ça part à des endroits où nous on n'a plus accès, où c'est beaucoup plus compliqué, où ça devient un serpent de mer. Et puis surtout également, c'est que Veolia et Suez sont devenus deux multinationales dans les années 80-2000, qui est depuis les années 90-2000 des multinationales leaders du marché au niveau mondial. Il faut savoir que en France, je crois que c'est 80% quand même de l'eau qui est privatisée. À titre d'exemple, aux États-Unis, on est à 10%. Et donc, cette privatisation de l'eau, ça veut dire que on donne de l'argent à un actionnariat. Et qui dit actionnariat, c'est toujours de l'argent qu'on va pas investir dans de la recherche. Et puis, c'est des systèmes qui sont toujours plus compliqués pour que une fois que ça a été privatisé, il n'y a plus la possibilité de revenir en arrière. Exactement. Est-ce qu'à Toulouse, on a assisté à une augmentation significative du prix du mètre cube de l'eau suite à ces privatisations et au renouvellement du contrat l'année dernière? Alors voilà, effectivement, c'est qu'il y a eu une grosse com de l'équipe Moudinque, de dire que l'eau de Toulouse était la moins chère de France. Effectivement, elle est la moins chère de France, mais donc du coup, si vous voulez, ils savent qu'ils vont être attendus sur le prix. Donc finalement, pour l'instant, ça n'a pas augmenté de façon significative. Pour autant, nous, on est dans les instances
sens aussi parce qu'on regarde tous les avenants, tous les à côté. Et c'est là où, alors un titre d'exemple qui peut paraître complètement anodin, mais par exemple sur les canalisations, alors j'ai plus de tête le nombre de linéaires que ça représente, les canalisations au sein de Toulouse, mais c'est des kilomètres. Et puis peut-être que dans le contrat, ça va être 0,8% de taux de renouvellement annuel du réseau. Et puis peut-être que finalement, on se rend compte que c'est que 0,6% qui a été fait. Et 0,2%, ça paraît rien, mais sauf qu'en linéaire, ça fait des mètres. Et voilà. Et donc du coup, on arrive à des accidents parce que par manque d'entretien, parce que forcément c'est des buts lucratifs. On est dans ce but-là. Et notamment, il y a eu un accident il n'y a pas très très longtemps à la gare Sainte-Anne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une rupture de canalisation. L'eau, la gare a été inondée. Et voilà, c'était une canalisation qui doit normalement durer 80 ans, je crois, de mémoire. Et elle n'a pas duré 80 ans, loin de là. Je crois qu'au bout de 40 ans, elle a cédé. Alors, est-ce que c'est des manques d'entretien ? Est-ce que, quoi qu'il en soit, on s'interroge. Et puis, justement, quand c'est une régie locale, on peut interroger facilement. Enfin, il n'y a pas cette omerta. C'est très compliqué. Alors, effectivement, malgré tout, les Veolia ou Suez, les sociétés dédiées locales, font très attention à leur image de marque. Donc, à ce titre, ils sont quand même à l'écoute, mais il y a quand même... nous, on est très, très vigilants. Et puis, pour nous... Vraiment, l'eau est un bien commun et on lâchera jamais cette histoire. Donc, peu importe, on a signé un contrat sur 12 ans, dans 12 ans, on se retrouvera. Et puis, en attendant, on va tous les ans être là, à regarder, et c'est tout, quoi. Donc ça, c'est pour la gestion de l'eau de la ville. Vous êtes venu également ici pour nous parler de quelque chose de plus général dans cette journée mondiale de l'eau qui va avoir lieu le 22 mars prochain. Pourquoi organiser une telle manifestation dans un contexte qui veut, après le dernier rapport du GIEC par exemple, qui montre qu'effectivement la question de l'eau, de la même façon que la question des terres arables, va devenir un problème assez majeur pour les décennies à venir. Complètement, c'est un des volets les plus importants du changement climatique. Alors effectivement, vous le disiez, il y a le volet 2 du dernier rapport du GIEC, la R6, le 6e rapport qui vient de sortir en février, qui est sur les impacts, l'adaptation et la résilience. Donc, il y a un volet 3 qui va sortir plutôt sur les solutions en avril prochain. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport ? Eh bien, il nous dit que les effets ils sont irrémédiables, quoi. Il y a une réduction de la disponibilité de la ressource en eau et en nourriture, notamment en Afrique, en Asie, dans toutes les petites îles insulaires. Il y a des impacts sur la santé dans toutes les régions du monde, avec une plus grande mortalité, une émergence de nouvelles maladies, une baisse de la moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales. Entre 3,3 et 3,6 milliards d'habitants sur Terre vivent dans des situations de vulnérabilité forte au changement climatique. Et qu'est-ce que dit ce rapport ? C'est qu'il y a un manque flagrant, un manque de volonté politique, quoi. Et ça amène quoi ? C'est qu'aujourd'hui, l'atténuation ne suffit plus. Pendant longtemps, on a misé sur de l'atténuation. Aujourd'hui, le volet adaptation est une nécessité parce que l'atténuation ne suffit pas. Et même les mesures d'adaptation, eh bien, si on continue sur ce rythme, ne suffiront pas à s'adapter. Les propositions du GIEC, vous le disiez, on va les avoir en avril-mai. Actuellement, les associations environnementales se battent sur quelle base ? On a connu ici des problèmes de gestion de l'eau avec l'histoire du bassin régional et sur les histoires de retenue collinaire. Donc il y a eu un épisode à Sivens assez dramatique à cet égard il y a quelques années. Le combat des associations écologistes actuellement au niveau de l'eau, il se fait sur quoi dans la région ? Il y a alors pas que sur la région, mais il y a un gros sujet en ce moment qui sont les bassines. Alors quand on dit bassine, on s'imagine pas, on pense que c'est une petite retenue d'eau, on se dit bon voilà une bassine, mais là on parle de méga bassines, de giga bassines, quoi. C'est des trucs, c'est des ouvrages qui font en moyenne 8 hectares de superficie, certaines font jusqu'à 18 hectares. C'est des ouvrages qui sont complètement
imperméable. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aller ponctionner l'eau dans la nappe phréatique pour aller alimenter ces énormes retenues d'eau complètement artificielles, anthropiques, et pour continuer à soutenir une agriculture qui n'est pas soutenable, quoi. Voilà, une culture intensive. Donc, il y a des gros combats là-dessus. Donc, nous, on participe avec des associations amies. Moi, je pense bien sûr aux Amis de la Terre, je pense à ATTAC, je pense à la Confédération paysanne, qui ont une grosse sensibilité là-dessus et qui ont raison, quoi. Enfin, voilà, c'est... Et toutes ces problématiques vont être mises en avant dans cette journée mondiale du 22. Avec à Toulouse, quel type d'événements et de manifestations ? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on est en pleine période de réflexion sur cette journée parce que... le 22 mars, c'est bientôt. Hein. Ouais, je sais. Non, mais complètement. Non, mais on a déjà réfléchi à plein de trucs et tout. Mais c'est vrai que l'événement, on avait tellement anticipé, on avait anticipé et que on avait déjà travaillé sur ça avant les événements d'Ukraine et que là aujourd'hui. On se pose la question si est-ce qu'on continue sur cette journée ou pas. Enfin, on va communiquer, on va voir, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des mouvements pour l'Ukraine. Enfin, tout est important, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui... Donc là, pour l'instant, on est en période de réflexion. Même si on devait le faire demain, on a la matière, c'est pas ça le problème. La matière, on en déborde, quoi. Oui, c'est le cas de le dire lorsqu'on parle d'une problématique liée à l'eau. En tout cas, donc, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Je vous renvoie simplement à une lettre d'information qui est publiée par Au Secours 31. Vous cherchez ça sur le net, vous tombez rapidement dessus. Il y a un certain nombre d'informations sur le plan local où en sont un peu les luttes et les questionnements d'un certain nombre de militants écologistes sur ces problèmes liés à l'eau. Il y a aussi une réflexion un peu sur des événements qui sont un peu plus planétaires. Essayez de repérer aussi ce rapport du GIEC d'avril où après nous avoir fait beaucoup peur, les scientifiques du GIEC vont commencer à nous donner un début de solution. Ça risque aussi de faire un peu mal. Oui, Pierre Lenné, pour finir. Pour finir, j'arrête après, je laisse le micro, j'y prends goût. Vous reviendrez. Ben voilà, très bien. Demain, 12 mars, demain, 14h, une manif à 14h à Jean Jaurès. C'est la marche Look Up pour le climat, la justice sociale et la paix. Donc c'est une manifestation pour ouvrir les yeux, en référence au film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Pour mettre un petit peu la pression sur l'urgence climatique et le faire rentrer encore davantage dans cette campagne présidentielle, puisque j'ai écouté ce matin très rapidement que sur le temps de parole de l'ensemble des candidats, si on les mettait les uns après les autres, ça fait un certain nombre d'heures, et le sujet sur le climat représente que 3%. Je pense que c'est bien insuffisant. Oui, et comme vous dites, peut-être qu'on aura besoin de plusieurs manifestations pour qu'enfin on accepte d'ouvrir les yeux sur la catastrophe qui nous pend au nez. Pierre Lenné, merci en tout cas d'être venu nous parler de cette association dont je rappelle Au Secours 31. Il y a une lettre d'information sur le net. Allez la chercher. Il y a plein de choses intéressantes qui nous concernent. À très bientôt. Merci, au revoir.
suis. Souviens-toi de mon nom, célèbre. Je m'apprête à vivre pour toujours. Et je vais apprendre à voler. Oh, je sens que j'ai le cœur pour. Les gens seront tous à mes pieds, célèbre. Et je vais aller au paradis, allumer le ciel comme une flamme chaude. Et je vais vivre pour toujours. Bébé, souviens-toi de mon nom. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Bébé, serre-moi fort. Tu sais si bien le faire. Tu peux m'envoyer direct au sommet. Donne-moi de l'amour et prends ce que j'ai à donner. Bébé, j'aurai de l'ardeur, car trop n'est pas assez, non. Je sais comment faire éclater ton cœur. J'ai tout ce qu'il faut pour gagner. Souviens-toi de mon nom, c'est. Je m'apprête à vivre pour toujours. Et je vais apprendre à voler. Oh, je sens que j'ai le karma pour. Les gens seront tous à mes pieds, c'est. Et je vais aller au paradis, allumer le ciel comme une flamme chaude. Et je vais vivre pour toujours. Bébé, souviens-toi de mon nom. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Souviens-toi, rappelle-toi, note-le dans ton agenda. Fais une croix, tatoue-toi, tag-le en bas de chez toi. L'efface pas, imprime ça, promets que tu l'oublieras pas. Ne zappe pas, retiens ça, un jour célèbre on sera. Souviens-toi, 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 souviens-toi. Célèbre, je m'apprête à vivre pour toujours. Et je vais apprendre à voler. Oh, je sens que j'ai le karma pour. Les gens seront tous à mes pieds, célèbre. Et je vais aller au paradis, allumer le ciel comme une flamme chaude. Et je vais vivre pour toujours. Souviens-toi de mon nom. Voilà les Trash Croûtes avec une version maison d'un vieux titre des années 80, extrait de la BOF, comme on dit, la bande originale du film Fame. Les Trash Croûtes qui seront demain soir à l'Escale à Tournefeuille. Elles sont là pour nous parler de ce concert et surtout d'un nouveau spectacle, puisque c'est quand même de ça qu'on parle ce soir. Nouveau spectacle pour un groupe qui a 11 ans d'existence. Avec moi autour de cette table pour nous parler de ce groupe, Noémie Maton, Clem Thomas et Aude Boutard. Noémie, c'est quoi l'histoire de ce nouveau projet pour un groupe qui depuis 11 ans est resté un peu sur sa ligne directrice, nous faire rigoler à partir de versions en français de titres chopés dans le Gotha dans le répertoire de la pop culture anglo-saxonne. Donc c'est quoi ce nouveau répertoire et ce nouveau spectacle que vous nous présentez demain soir? Alors, ça s'appelle Libre. Et tu demandais d'où ça vient après autant d'années d'existence. Ben, tout simplement, c'est une commande. On nous a proposé de constituer un dossier, de penser l'idée d'un spectacle pour le jeune public, vraiment très particulièrement. Après, c'était à nous de définir plus ou moins jeune public. Et donc voilà, dans l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure plutôt scolaire, etc. Et on a
on a décidé d'y répondre en disant que, en réfléchissant un petit peu ensemble, si on devait s'adresser à un jeune public, qu'est-ce qu'on raconterait bien. Et puis, ce qui était très agréable, c'est que ça s'est fait pendant le confinement, et donc on s'est mis au travail, chacune et chacun de notre côté. On a réfléchi, écouté des morceaux, on s'est posé des questions sur nous-mêmes, notre enfance, les questions qui nous traversaient, les sujets qui nous touchaient, etc. Et on s'est retrouvés, en fait, à essayer à choisir des morceaux qui continuent à nous plaire. On a gardé toujours le même principe, qui est vraiment de traduire des morceaux et de les mettre en français, de les réarranger musicalement avec nos petits instruments kitsch. Sauf bien sûr la noble contrebasse de Maud Morane. Et du coup, pardon, j'aime bien raconter plein de choses. Et en gros, on s'est rendu compte que tous les choix des musiques qu'on avait portaient sur l'embodiment, le fait vraiment ou l'empowerment, je sais pas comment dire, mais le fait de se révéler, d'oser être soi-même, de s'affirmer dans une société, d'oser exprimer nos goûts, nos préférences. Et comment on en parle aux enfants de ça, de ces sujets-là, Aude? On en parle avec beaucoup de pédagogie, on essaie, pas trop de gros mots. Et puis on a essayé de déterminer un peu des grosses thématiques, c'est-à-dire la thématique de la construction de l'identité, la valorisation de soi, la personnalité, l'humour. On aborde le genre aussi, on aborde l'homosexualité, quelques questions de féminisme, enfin des choses qui, à cet âge-là, et puis ensuite, ont beaucoup d'impact, d'enjeux sur la vie adulte. Quoi. Noémie. Quand on dit cet âge-là, du coup, on s'est dit, ok, on a pris une tranche 7-12 ans avant la préadolescence, en fait. Oui, donc c'est avant l'entrée au collège, c'est du primaire. On se rend compte que ça peut même toucher un peu plus jeune que... Oui. Et les enfants des gens qui ont un peu nos âges en ce moment. J'espère que ça va aussi nous toucher demain, parce que moi, ça fait bien longtemps que j'ai passé l'âge du primaire. Vous avez été justement obligé d'adapter ce répertoire construit pour des enfants, pour l'adapter pour des adultes, Thomas? Clem. Clem. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, il y a des morceaux, par exemple, morceaux de Queen. Don't Stop Me Now, où il y a quand même des phrases un peu sexuelles, on va dire, qui là, on a dû modifier un petit peu. Après, il y a d'autres, je sais pas, qu'est-ce qu'on a d'autres comme morceaux, mais on est parti sur un autre répertoire quand même, principalement. Le début du concert, c'est vraiment des morceaux des Trash Croods, c'est-à-dire le concert commence comme un concert des Trash Croods, et puis très vite il y a un petit peu, ça patauge un peu dans la semoule, il y a des choses qui se passent et qui font qu'on va ailleurs et que c'est pas exactement le concert traditionnel des Trash Croods, ça devient plutôt c'est d'autres morceaux en fait, c'est d'autres chansons. Il y a un petit côté théâtral aussi, enfin il y a une espèce de mise en scène. Il y a carrément une mise en scène. Il y a une mise en scène, pas une espèce. Oui. Non, c'est plus qu'une vraie mise en scène. On a travaillé avec une metteuse en scène qui a un peu ficelé tout ça, quoi, parce que le tout public, c'est-à-dire les concerts des Trash Croods, c'est complètement inattendu. On sait jamais trop ce qui peut se passer. Il y a des chansons, mais après entre les chansons, c'est quand même ça peut. Oui, ça vire vite au happening. On est assez d'accord. Ça peut très vite virer au happening. Ouais. Et donc vous avez essayé de le cadrer un peu plus cette fois. C'est ça que vous voulez dire? C'est pas nous, c'est-à-dire on a été sous le joug de notre metteuse en scène. Faut toujours trouver quelqu'un sur qui taper après. Oui, c'est ça la contrainte. Mais du coup, elle nous a un peu canalisé. Ce qui est, je pense, bien pour les enfants, parce que les enfants n'ont pas la même compréhension des choses, quoi. Donc, et puis nous, on n'était pas forcément, on n'a pas créé les Trash Croods dans l'idée de faire du jeune public, donc il fallait quand même adapter. Donc, Après, je rajouterais. Je rajouterais que il y a, comme il y a un aspect clownesque et limite un peu, je vais dire
j'allais dire vaudeville, c'est pas du tout vaudeville, mais le clown en tout cas exige beaucoup de maîtrise du rythme. Et des choses carrées, oui. Voilà, donc il a fallu un regard carré, un regard extérieur qui posait aussi des décisions, parce qu'on est un groupe, on fonctionne de façon très, on va dire, libre et autonome, et il y a personne qui n'intervient jamais de l'extérieur, donc on essaie de respecter les envies de tout le monde et tout, et donc ici, elle a vraiment dû un peu tailler dans la matière brute qu'on était et dire, ben voilà, maintenant c'est ça, c'est cette direction. Et ça nous a permis aussi avant on faisait des concerts, maintenant ça c'est un spectacle. C'est un spectacle-concert et c'est très différent. Rassurez-moi, il reste quand même le côté un peu bordélique qui faisait le charme des concerts. Pas du tout. Venez voir demain. C'est tout à fait scolaire. C'est un peu chiant. Je voulais tout simplement la citer. Bah oui. Notre metteur en scène, donc c'est Valérie Castel-Jordi. Voilà. On a fait un travail merveilleux avec elle. Oui, elle est vraiment, sinon le spectacle n'aurait pas cette gueule-là demain. Et tant qu'on y est, citer le nom des deux absentes du jour. Parce que normalement vous êtes 5 sur scène, là il y en a, vous n'êtes que 3. Oui, c'est les Julies. Voilà. On s'est débarrassé des Julies. Il y a G-Love alias Julie Mingona et La Roussie Julie Castel-Jordi. Voilà. Et sans oublier bien sûr notre Brissou international qui lui est au son et nous accompagne partout sur ce spectacle. Mais je voulais juste compléter une petite info sur les traductions. On a essayé d'aller vers un répertoire un peu plus moderne justement, en se demandant, tiens, est-ce que les jeunes, qu'est-ce qu'ils écoutent les jeunes aujourd'hui ? Certaines d'entre nous ont fait des recherches vraiment à poser des questions à nos amis qui ont des enfants. Archéologiques, vous voulez dire. Tu vois, et en fait on s'est quand même rapatrié sur un répertoire qui est resté en fait proche de ce qu'on fait. De ce qu'on fait dans le tout public, parce que les musiques actuelles, les beats, tout est électronique aussi. Enfin, disons qu'il y a beaucoup de... Les rythmiques, tu veux dire. J'ai dit quoi ? Les beats. Pardon. Les rythmiques, ça passe mieux. J'avais envie de dire le mot. Il y a aussi des enfants qui écoutent la radio à ce moment-là et qui ne comprennent pas toutes les subtilités de l'anglais à la radio. Donc vous voulez dire qu'il y a des choses, c'est injouable avec vos instruments à vous ? Non, c'est pas ça, c'est que c'est vraiment... les instruments, nous, on ose tout, je pense, avec nos instruments. Par contre, je pense à Billie Eilish, par exemple, que les enfants adorent, cette tranche d'âge-là, 10, 12, 14 ans. Si vous traduisez, c'est super malsain. C'est vraiment... ça fait peur. Ça fait peur et... c'est questionnant de se dire, tiens, les enfants... Bon, alors les enfants français, ils écoutent ça, ils se disent c'est sympa, ils comprennent pas vraiment les paroles, mais j'imagine tous les enfants anglophones qui écoutent Billie Eilish, quand même, le contenu... C'est très bizarre, c'est vraiment c'est dérangeant quoi. Donc on s'est dit bon, c'est dommage parce que musicalement on aimait bien, mais alors voilà, si on traduisait c'était affreux. Donc, Mais du coup on a opté pour choisir des standards universels qui dépassent le temps, les âges et qui seront toujours là tout le temps. Il y a Aretha Franklin, il y a Jimmy Somerville, on a repris Stevie Wonder. On a même repris un morceau de la BO de Alabama Monroe, The Broken Circle Breakdown. Donc ce film belge qui raconte l'errance d'un jeune couple de paumés. On va le dire comme ça. Qui ont perdu plutôt. Qui perdent un enfant quand même. Ils sont paumés, mais il y a des raisons. Ils sont tristes surtout. Il y a des raisons. Oui, mais tout à fait. Et ça veut dire aussi que par rapport à l'ancien spectacle, dont les morceaux début années 80 sont moins présents. Non, parce que Stevie Wonder c'est quand même assez... alors c'est pas l'ancien spectacle parce que les deux spectacles courent en même temps, c'est-à-dire que c'est juste pas les mêmes publics cibles, mais on continue quand même à faire des concerts, des trash crew tout aussi délurés justement, et c'est ça qui est bien, on a un peu un équilibre entre une formule un peu plus ficelée, un peu plus propre, et puis on a aussi une version qui reste les trash croûtes où tout peut arriver, quoi. Et d'ailleurs dans cette version il y a Mélanie Bouichou aussi qu'on n'a pas citée qui
qui est contrebassiste sur le tout public, quoi. Un groupe dont je le disais qui existe depuis 11 ans, un peu éparpillé en France et même au-delà. On l'aura compris à son accent, Noémie viendrait plutôt de la Belgique. Qui l'eût cru? Ah ben ça alors, ça c'est vraiment un scoop. Ah, c'est ballot. Mais ouais, ça y est. Mais on vous demandera pas le passeport à la sortie de cette émission. Difficile à tenir par contre la notion de groupe avec un éparpillement comme ça ou... Eh ben finalement, moi ce que je me suis souvent dit, je ne l'ai pas encore partagé avec mes collègues. C'est le moment. Allez-y, on vous écoute. En fait, je connais beaucoup de groupes qui se voient hebdomadairement et qui s'épuisent un petit peu aussi à se voir souvent et puis peut-être à moins jouer. Nous, du fait qu'on se voit pas souvent et en fait, à chaque fois qu'on se voit, c'est pour jouer et on a fait des rades et des rades. Enfin, je veux dire, en 12 ans même, parce qu'on va rentrer en avril dans notre 13e année, je ne me trompe pas, 2009. Avril, on est né en avril 2009. Ah oui, ben ça fera 13 ans. Oui. Ouais, mais il y a eu du confinement au milieu quand même. Bah oui, mais dans un couple, est-ce que t'enlèves les 2 ans de rupture, peut-être? Non. Mais non, est-ce qu'on compte ça? C'est vrai. C'est un groupe, là. Mais ça compte pas. Non, mais juste pour dire que j'ai l'impression que c'est tout le temps concret. On n'a pas de temps à perdre. Quand on se voit, on venait de Bruxelles et de Toulouse. Et disons que aussi on a commencé dans et à la fois une tranche d'âge pour nous et un moment, et puis c'est la ville de Toulouse, c'est foisonnante, où on était dans plein de réseaux de gens qui s'activent, qui se bougent, qui organisent des festivals, des événements. Et on était vraiment au centre, on participait avec toute une génération, j'ai envie de dire, entre guillemets. Et le fait, je pense qu'on se voit pas souvent et pas régulièrement, fait qu'on n'a pas pu s'épuiser aussi, on n'a pas pu s'user de cette manière peut-être un peu plus... on se voit parce que c'est jeudi 17h et voilà, on se voit. Enfin, c'était à chaque fois un événement de se voir, je pense aussi. Et puis c'est vrai que partir sur un nouveau projet, ça doit remobiliser un peu les énergies. Ça, c'était super. Ouais. Puis de passer dans un autre registre aussi. Mais chaque concert des Trash Croûtes, c'est quand même une aventure à chaque fois. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vis. À chaque fois, c'est une communion. Je sais pas, tout peut arriver. Le pire comme le meilleur, mais... Ouais. Mais je pense qu'en 12 ans... Souvent, il y a quand même des belles choses qui se passent. C'est clair. Pardon, c'est vrai qu'en 12 ans, je pense qu'il y a 2 concerts où, par exemple, moi, que j'ai pas bien vécu, mais... Sur je sais pas, des centaines de concerts, tu vois. Moi, ça fait à peine 3 ans que je suis dans l'aventure et effectivement, je vis ça pleinement. Voilà, ouais. C'était Aude Boutard juste à l'instant. Donc voilà, les Trash Croûtes. Donc du coup, quand même, la question est la seule qui vaille. Demain, qu'est-ce qu'on voit? La version gosse réadaptée pour les adultes ou un concert lambda des Trash Croûtes? Un concert pour enfants à 20h30. Ah ouais. C'est plus familial, quoi. C'est pas vraiment pour les gars. On s'est rendu compte que c'était vraiment familial. Mais nous, la manière dont on l'a axé était plus jeune public. Donc c'est libre demain. C'est le concert jeune public. Familial. Le peu de fois où on l'a joué, en fait, c'est vrai qu'on a des retours assez... C'est pour ça qu'on a élargi un petit peu la tranche d'âge, parce que on s'est dit que c'était plutôt 6-99 ans, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on jugera sur pièce demain soir. Donc ça se passe à l'Escale, à Tournefeuille. Vous nous en avez amené un premier morceau tiré de la comédie musicale Fame, la version que vous en avez fait. Oui. Ça, il n'est pas dans le spectacle. Il n'est pas dans le spectacle, quel dommage, parce qu'il était plutôt réussi. Vous nous en avez amené un deuxième qui, lui, est dans le spectacle? C'est quoi que vous avez... j'en sais rien. On a la vidéo et ablation sur le CD. Mais c'était pas Ne m'arrête pas? La vidéo, pardon. Oui, c'est Ne m'arrête pas. Et c'est... Morceau de Rennes. Très bien. Morceau de Rennes. Et on écoute ça tout de suite en vous rappelant que les Trash Croûtes seront donc demain soir à partir de 20h30 à l'Escale à Tournefeuille. Merci d'être venu nous rejoindre ce soir et d'avoir bravé tous les impératifs que vous avez avec les contraintes d'une émission de radio et d'un trajet en métro. Mais vous êtes là et c'est parfait. Ce soir, je vais donner à moi-même du bon temps. Je
je me sens vivante et le monde tourne à l'envers, ouais, je flotte tout autour en pleine extase, alors ne m'arrête pas, ne m'arrête, passe du bon temps, passe du bon temps. Dans le ciel comme un tigre, défiant les lois de la gravité. Je suis un bolide, déboulant comme Madame Godiva. Je vais y aller, on ne peut pas m'arrêter. Je brûle dans le ciel, ouais, à 200 degrés, alors appelle-moi Miss Température. Aussi rapide que la lumière, je veux que tu deviennes un engin supersonique. Ne m'arrête pas, car je passe un très bon moment. Je m'amuse vraiment, ne m'arrête pas. Si tu veux passer du bon temps, passe-moi un coup de fil, alors ne m'arrête pas. Car je passe du bon temps, ne m'arrête pas. Ouais, je m'amuse vraiment, je ne peux pas m'arrêter du tout. Je suis une fusée en direction de Mars, je vais tout péter. Je suis un satellite incontrôlable, une machine de sexe en autocombustion, comme une bombe atomique au bord de au bord de l'explosion. Je brûle dans le ciel, ouais, à 200 degrés, alors appelle-moi Miss Température. Aussi rapide que la lumière, je veux que tu deviennes un engin supersonique. M'arrête pas, m'arrête pas, m'arrête pas. M'arrête pas, m'arrête pas. J'aime ça. M'arrête pas, m'arrête pas. Du bon temps, m'arrête pas, m'arrête pas. Un moment génial, ouais c'est trop de la balle, ne m'arrête pas. Et si tu veux vivre une idylle, passe-moi un coup de fil, alors ne m'arrête pas. Je passe du bon temps, ne m'arrête pas. Ouais je m'amuse vraiment, je ne veux pas m'arrêter du tout. La 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 la. Du bon temps, passe du bon temps. Vous croyez qu'en radio ça va marcher ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, vous l'aurez compris, les Trash Croûtes sont demain soir à l'Escale, à Tournefeuille. Demain soir, c'est demain soir, mais ce soir, il y a quand même plein de concerts. Et il y a de quoi attendre le concert d'un des Trash Croûtes de demain soir. Et ce soir, par exemple, au Ravelin. Au Ravelin, il y a un double plateau avec les Guilty Pleasure. Donc le morceau Ephemer Access a ouvert cette émission. Donc là, un duo très punk dans la musique et très punk dans l'esprit. Et ça
ça sera suivi d'un set en solo de Huile. Huile, c'est plutôt un jeune homme qui officie avec des machines et simplement sa voix qui hurle ou qui chante des textes, ça dépend des fois. Absolument à voir ce soir donc au Ravelin. Guilty Pleasure suivi d'un set de Huile. Du rap ce soir au Métronome avec demi-portion d'Avodka, Spécimen à partir de 20h. Du métal à l'usine à musique. Je vous rappelle que l'usine à musique, cette espèce de grand hangar qui est calé derrière le stade des Sept Deniers. Donc à l'usine à musique, on retrouvera Mortuary, Catalypse et Witches à partir de 20h. Du hip-hop ce soir au Rex avec Moji et S-Boy à partir de 20h également. De l'humour à l'espace Diagora de La Beige avec le gala de printemps qui traditionnellement ouvre le Printemps du Rire, ce festival de l'humour et du bidonnage sous toutes ses formes. Festival qui commence ce soir et qui se terminera le 10 avril prochain. Ce gala de printemps, ça commence à 20h30. Du jazz à la Candela avec Red Note, un trio à partir de 20h30. Du rock à Maison Blanche, ça c'est quartier Arnaud Bernard avec Malte Licor à 21h. J'aurais plutôt tendance à dire que si c'est du malt, ce sera plutôt du whisky. Enfin là, ça s'appelle Malte Licor. Donc 21h à Maison Blanche. Il y aura du groove, du funk, du rock et de la soul, tout ça mélangé avec le groupe Fat. Alors Fat, c'est Ferdinand Doumerc au sax, Arthur Guyard au clavier, Tim Sussin à la guitare et Tim Alcorn à la batterie. Fat ce soir au café adjacent à partir de 20h30. Du jazz encore au taquin ce soir avec Fluffy Fox Trio avec Étienne Manchon au piano à partir de 21h. Soirée Bamako Bogota ce soir à partir de 23h au Cri de la Mouette avec DJ No Breakfast, Mr Boom, Soka et Guillermo Martinez. Enfin ce soir au Bijou, duo de choc avec d'un côté Loïc Lantoine, de l'autre Corentin Grelier. Début du concert à 21h30. Corentin Grelier que l'on écoute tout de suite. Et je suis allé hier. On adore. Ah ouais, c'était bien ça. Dans la rue Jean Jaurès, au café du commerce, et même dès le réveil, dans l'écran qui te veille, à genoux à jeunesse, en vacances à la messe, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux, il y a quelqu'un qui te surveille. Boulevard Victor Hugo, à la plage, au boulot, au musée des abeilles, au pays des merveilles. Debout dans le métro, sur la tombe de Rimbaud, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux, il y a quelqu'un qui te surveille. Avenue Albert Camus, en public ou tout nu, au même endroit que la veille, demain ce sera pareil. Dessous, bien dessus, content ou bien déçu, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux, il y a quelqu'un qui te surveille. Place François Villon, hors du passage piéton, à la bouffe, à la paye, sur les genoux d'une vieille, au ciné ou sinon assis sur ton balcon, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux, il y a quelqu'un qui te surveille. C'est Dieu, c'est drôle, c'est l'œil, c'est eux, c'est moi, c'est toi, oui c'est toi, c'est drôle comme c'est vieux, que l'œil fasse la loi. Dans la rue Jean Moulin, à la gym au jardin, en terrasse au soleil, en riant au Corneille, avec tous les copains ou tout seul dans son coin, les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux, il y a quelqu'un qui te surveille. Boulevard Charlie Hebdo, à ta place au goulot, au musée des abeilles, au musée des merveilles, de face ou bien de dos, bientôt dessous la peau,
Les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. Dans le square Louise Michel, sur un banc à l'échelle, sans bouger d'un orteil, demain ce sera pareil. Même sans tuer Abel, même pour aller au ciel. Les murs ont des oreilles et le ciel a des yeux. Il y a quelqu'un qui te surveille. C'est Dieu, c'est drone, c'est l'œil. C'est eux, c'est moi, c'est toi. Oui, c'est toi, c'est drôle comme c'est vieux. Que l'œil fasse la loi. Impasse de la liberté, tu peux t'asseoir sur l'idée. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel! Voilà, on va revenir 2 secondes sur ce concert au Bijou ce soir. Donc Corentin Grelier en première partie de Loïc Lantoine. Loïc Lantoine qui vient pour ses concerts, puisqu'il était hier soir aussi au Bijou avec le contrebassiste François Pierron. Autant dire que c'est une reconstitution de ligue dissoute, puisque depuis quelque temps, Loïc Lantoine avait l'habitude de jouer avec plein d'autres musiciens, y compris un grand orchestre de free jazz, puisque je crois que la dernière fois qu'on avait pu le voir à Toulouse, c'était au Mazade avec le Big Free, je sais plus comment il s'appelait, le To Be Free. Oui, ouais, et c'était pas le groupe de jeunes éphèbes complètement déchaînés sur la scène. Non, là ils étaient un peu plus nombreux, il y avait une vingtaine de gens et ça faisait beaucoup de bruit et ça accompagnait avec beaucoup de bonheur la musique et les chansons de Loïc Lantoine que vous avez vu hier, Aude. Vous étiez au Bijou. Oui, j'ai passé une soirée délicieuse. Voilà, c'est le moment de dire tout l'amour que vous avez pour Loïc Lantoine, pour faire venir les gens au Bijou. D'abord, c'était bon, bien. Je lui ai dit déjà hier soir devant quelques verres de vin rouge, mais effectivement, je peux le redire à la radio, Loïc Lantoine, c'est magnifique. C'est un poète que j'admire absolument sans limite. C'était bondé ou pas ? Alors, c'était pas bondé hier, par contre, ce soir, c'est pas la peine d'y aller, parce que c'est complet. Bon, alors, c'est pas la peine d'en parler, allez, on passe à autre chose. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé. Non, par contre, j'ai une petite parenthèse à faire. Julie Castel-Jordi, qui fait partie de notre groupe, ce soir, n'est pas là parce qu'elle joue à l'Espace Roguet. Et avec qui ? Avec les Germaines. Ah, d'accord. Voilà, donc allez-y. Voilà, avec les Germaines ce soir, donc à l'Espace Roguet. D'habitude, cette jeune fille, on l'entend aussi dans un groupe que l'on a reçu il n'y a pas très longtemps, Lotus Titan, une ancienne d'Enterré sur X, d'Enterré sous X, qu'est-ce que j'ai dit ? Sur, non, sous, il ne faut pas rigoler non plus, on ne va pas se permettre n'importe quoi dans cette émission. Voilà, Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui, émission réécoutable sur Facebook et sur YouTube, vous tapez Caramel Mou, Campus FM, normalement vous devriez tomber sur la page. Ne pas oublier donc demain soir, la nuit du slam, épisode 1, ça se passe au Chorus, demain soir avec Frédérica et Yekaman. Donc premier épisode, il y en aura 2 autres dans les samedis qui arrivent. Ne pas oublier non plus donc l'ouverture de l'Écluse Saint-Pierre, nouvelle salle en centre-ville, ouverture qui sera fêtée pendant tout le week-end avec concert surprise et gratuit. Ne pas oublier également la venue de The Divine Comedy dimanche soir au Bikini. Enfin, ne pas oublier le rendez-vous que vous donne Paul Benaïm, le réalisateur de cette émission, le mardi à 21h sur Campus FM. Ça s'appelle La Brèche, émission musicale éclectique et pointue. Avec ce mardi, Paul, de quoi qu'on parle ?
On va parler de ma spécialité, comme d'habitude, ce sera la 3e, c'est les émissions sur le French Can Groove, mais pas que French d'ailleurs, ce mardi, ce sera aussi la Belgique. On va rester dans le thème de ce soir. Formidable, ça sera encore de la musique francophone, donc ça c'est le mardi à 21h sur Campus. Dans un instant, vous retrouvez le DJ le plus explosivement déjanté de cette antenne, Little John, Petit Jean pour les intimes, et là pour un nouveau Incredible Little by Little Show. Et ça va bientôt démarrer et ça va sans doute remuer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. Et c'est tant mieux, comme dirait l'autre. Salut les filles. Bisous. Salut. Caramel.